Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des Histoires de demain, organisée par le cabinet TNP et par BFM Business. Je souhaite tout d'abord remercier les dirigeants de TNP qui ont pris l'initiative de cette conférence, en particulier Benoît Ralini, Guy Le Turc et Mathieu Lebeur. Je remercie également toutes les équipes de consultants de TNP qui ont apporté leurs compétences, notamment à l'élaboration du livre blanc qui vous sera remis à l'issue de cette conférence. Je remercie tout particulièrement nos invités qui nous font le plaisir de débattre avec nous ce matin autour de deux thèmes passionnants. Tout d'abord, les défis de la transition environnementale et ensuite, les défis de la transition digitale. Et bien entendu, je remercie tout particulièrement Frédéric Simotel, éditorialiste sur BFM Business, qui animera les tables rondes dans quelques instants. Il y a 6 mois, le 13 juin 2021, dans la mythique usine Ferrari de Maranello, à une quarantaine de kilomètres de Bologne, la marque au cheval cabré a lancé sa griffe de mode, Ferrari Premium, et a organisé son premier défilé de mode pour femmes et pour hommes. Installés entre deux chaînes de montage, les invités ont pu admirer 52 mannequins défiler au milieu des bolides rouges. Au premier rang de l'assistance figurait l'héritier de la famille Agnelli et président du holding familial John Elkann. Quelques semaines auparavant, John Elkann avait adressé une lettre à chacun de ses actionnaires dans laquelle il exposait ses ambitions et sa vision. Au fil des années, écrivait-il, nous avons développé des connaissances considérables dans le secteur du luxe. Notre filiale Ferrari nous a permis de mieux comprendre l'art de construire des marques de luxe. Ce secteur, ajoutait-il, se caractérise par une rentabilité et par une durabilité exceptionnelles. En outre, l'appétit pour le luxe des centaines de millions de jeunes Chinois qui accèdent à la richesse ouvre un potentiel considérable. Jamais, mesdames et messieurs, le luxe n'a autant inspiré, et pas seulement les grands capitaines d'industrie ou les grands financiers comme John Elkann. Comme chacun d'entre vous le sait, le luxe est aujourd'hui en pleine transformation. Chacun connaît la phrase culte du guépard de Lampedusa, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Quels sont aujourd'hui les changements que le secteur du luxe doit engager pour maintenir et pérenniser le niveau de rentabilité hors norme de ces modèles économiques? Au cours de ces derniers mois, avec la crise sanitaire, mais pas seulement, nous avons beaucoup appris. Tout d'abord, chacun d'entre nous peut constater tous les jours que le comportement des consommateurs évolue à une très grande vitesse. Ensuite, les marques de luxe ont pris conscience qu'elles ont perdu une partie de la maîtrise de leur image sous l'influence croissante des réseaux sociaux et des influenceurs. Elles savent que l'un de leurs enjeux est la connaissance de leurs clients afin d'établir un lien direct avec eux. Elles sont naturellement à la pointe de l'innovation pour réussir leur transformation digitale et elles s'adaptent à la demande des jeunes générations, en particulier en termes de respect de l'environnement. Et bien entendu, toutes les marques de luxe ont compris que la Chine devrait représenter la moitié des ventes de produits de luxe dans le monde en 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. En réalité, mesdames et messieurs,
la plupart des marques de luxe sont en train de repenser leur modèle opérationnel et leur manière de travailler. La première grande mutation du luxe concerne l'influence des nouvelles générations. En effet, les transformations dans le luxe sont en grande partie impulsées par les jeunes générations, en particulier la génération Y des millennials et la génération Z des digital natives. Ultra connectées et soumises à un flux continu d'informations, ces jeunes générations portent des valeurs et des opinions très fortes, notamment sur les sujets environnementaux et sociétaux. La deuxième mutation du luxe concerne la quête de sens. Les marques de luxe ont toujours eu le talent exceptionnel de capter et de retranscrire la sensibilité d'une époque. Le réchauffement climatique interpelle un mode de vie qui est en train d'épuiser notre planète. La consommation ostentatoire est aujourd'hui remise en question. Des mouvements puissants, comme MeToo ou Black Lives Matter, sont en train de bousculer notre société. Les marques de luxe sont tout simplement confrontées à des enjeux sociétaux qui leur imposent de redéfinir leur mission pour répondre aux nouvelles aspirations des consommateurs. S'inscrire comme le garant de valeurs environnementales, de valeurs éthiques, de valeurs socialement engagées et responsables sont les clés pour pérenniser des marques de luxe dans le temps. La troisième mutation concerne la transition digitale. Comme chacun l'a compris, le digital est l'un des moteurs de la modernisation. En 2025, le taux d'achat en ligne dans le secteur du luxe devrait être de 25%, alors qu'il était à peine de 10% en 2019, c'est-à-dire juste avant la pandémie. Les clients du luxe sont naturellement habitués à un niveau de service très élevé, en particulier dans les boutiques. Or, grâce aux données, une nouvelle relation est en train de s'instaurer entre les marques et les consommateurs autour de la personnalisation. Même si les relations humaines sont et resteront essentielles, l'exploitation des données permet d'une part d'améliorer la qualité de l'expérience et d'autre part d'améliorer la fidélisation des clients. La quatrième mutation du luxe concerne bien évidemment la transition vers une économie durable. Le 3 avril 2020, dans une lettre ouverte adressée au magazine américain WWD, Giorgio Armani a appelé à ralentir la cadence, à repenser les supply chains et à écouter davantage les besoins des jeunes générations. Le luxe est une industrie de valeur qui fuit l'obsolescence programmée. Or, en s'industrialisant, le secteur du luxe s'est progressivement éloigné des principes de rareté et d'exclusivité qui faisaient son ADN. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles, à l'avenir, le luxe devra sans doute produire moins pour produire mieux. Les marques de luxe doivent d'ores et déjà inscrire le développement durable au cœur de leur business model et doivent repenser leur supply chain pour les rendre à la fois transparentes et traçables. En réalité, mesdames et messieurs, le luxe peut parfaitement continuer à créer de la valeur avec une démarche responsable vis-à-vis de l'environnement et bien entendu respectueuse. À titre d'exemple, les produits upcyclés, c'est-à-dire fabriqués à partir de matières existantes, rencontrent un vif succès auprès des clients. De la même manière, la seconde main, comme la location, s'inscrit dans des modèles circulaires. Elles offrent l'opportunité aux marques de luxe, d'une part, d'allonger la durée de vie de leurs produits et d'autre part, de recruter de nouveaux clients. La cinquième mutation concerne bien évidemment le poids de la Chine dans le secteur du luxe. En l'an 2000, les clients chinois représentaient 1% des achats de produits de luxe dans le monde. En 2019, ils en représentaient 35%. En 2025, ils devraient représenter 50% des achats de luxe dans le monde. Les conséquences de ce basculement sont considérables. À titre d'exemple,
Chacun a parfaitement compris que le digital est le vecteur clé pour tous les consommateurs chinois qui utilisent leur smartphone pour s'informer, pour rechercher des informations, pour échanger et dialoguer avec les marques et bien entendu pour acheter des produits de luxe. En outre, les réseaux sociaux sont désormais le passage obligé pour s'adresser aux millennials et aux digital natives. Cependant, il est important d'observer l'émergence d'une génération de jeunes Chinois prêts à défendre leur pays envers et contre tout. Ainsi, 68% des jeunes consommateurs chinois préfèrent les marques locales plutôt que les marques provenant de l'étranger. Il s'agit d'une évolution radicale par rapport aux générations précédentes. Les jeunes consommateurs sont fiers de leur héritage chinois et entendent le faire savoir. Enfin, la 6e grande mutation du luxe concerne les perspectives de croissance. Dans les prochaines années, sans surprise, le luxe continuera à recruter énormément de nouveaux clients. Le segment de croissance le plus prospère dans le secteur du luxe est composé des jeunes, des femmes et des Chinois. Néanmoins, la tendance à la premiumisation de beaucoup de produits et de services représente un danger pour le secteur du luxe. En effet, de plus en plus d'acteurs économiques se positionnent sur le haut de gamme en copiant les codes du luxe au point, parfois, d'embrouiller les frontières. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de grands groupes, de grandes marques de luxe, développent de nouvelles expériences exceptionnelles autour du voyage, de l'hôtellerie, de la gastronomie, du bien-être et même de la santé. En 2027, la société californienne Orbital Corp projette de construire le premier palace 5 étoiles dans l'espace. Doté de 24 suites de 250 mètres carrés chacune, ce futur palace pourra accueillir 350 clients privilégiés et 150 membres d'équipage. Ces Happy Few de l'espace bénéficieront de plusieurs bars, restaurants, spas, salles de sport, salles de concert. Ainsi, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, les distractions seront exactement les mêmes que sur la Terre, avec en prime une vue panoramique sur la planète bleue. En conclusion, comme chacun d'entre nous l'a parfaitement compris, le luxe est d'abord et avant tout une passion humaine qui accompagne les grands événements de la vie de chacun d'entre nous. Alain-Dominique Perrin, l'iconique président de la Fondation Cartier, déclarait récemment « Le luxe, c'est vieux comme l'amour. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura des cadeaux. Et les hommes et les femmes continueront d'aller chez Tiffany, chez Cartier, chez Boucheron, chez Hermès, chez Dior, etc. » Depuis l'Égypte ancienne et le fabuleux trésor du tombeau de Toutankhamon, le luxe est l'apanage des reines, des princesses, des rois, tout simplement parce qu'ils matérialisent et transcendent leur pouvoir aux yeux des populations. Néanmoins, limiter et restreindre le luxe à sa seule dimension de marqueur social serait omettre son formidable talent à exprimer le pouvoir du rêve. Nous avons besoin de rêver. Nous avons besoin de développer nos sens. Nous avons besoin de voyager dans des univers d'émotions. Et au fond, la véritable mission des marques de luxe n'est-elle pas tout simplement d'aider leurs clients à vivre une expérience qui leur permet de s'élever et de devenir ce qu'ils rêvent d'être? Je vous remercie.
Voilà, un peu de logistique. Bonjour, bienvenue, Frédéric Simotel, BFM Business. Et donc, j'ai le plaisir d'animer les deux tables rondes ce matin. Alors, je vais tout de suite inviter nos invités à me rejoindre sur scène. Hélène Valade, Stanislas de Kercize, Cédric Boutonnet et Guy Le Turc. On peut les applaudir. Voilà, ils nous rejoignent sur scène. Voilà, tenez, prenez place. Vous avez chacun bien un micro, tout va bien. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Alors, dans l'ordre, donc Hélène Valade, directrice développement environnement chez le VMH. Bonjour. Bonjour. Hélène, merci d'être avec nous. À mes côtés, Cédric Boutonnet, CEO de Focal Name Audio. Bonjour. Stanislas de Kercize, qui est membre du board chez Barnes Christian Louboutin, entre autres. Bonjour, Stanislas. Bonjour. Et Guy Le Turc, de TNP. Bonjour Guy, merci d'être avec nous. Alors on a un absent, vous savez qu'en ce moment il y a une vague un peu difficile et donc on a subi quelques affres de cette vague de virus. Donc voilà, Marc Meurer nous prie vous prie de l'excuser. Alors on va revenir, on va partager ces tables rondes, ces dialogues en deux parties. Une partie plutôt transition environnementale, puis la deuxième, on mettra le digital, même si aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dissocier les deux. On parlait beaucoup de transformation numérique, on parle d'accélération numérique, et puis on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le sustainability, comme disent les anglo-saxons, eh bien, ça rejoint le numérique. Donc on va en parler avec nos invités. Je vous ferai intervenir aussi, parce que le but de ces matinées, c'est aussi de jouer l'interaction. Donc si vous avez préparé vos questions pendant la discussion ou à la fin, on verra tout ça ensemble. Je vais démarrer avec vous, Stanislas, parce que par rapport à ce que vient de nous dire Frédéric Pichard, on va partir sur la transition environnementale et comment les marques aujourd'hui doivent intégrer ce business durable, cette transition environnementale dans leur business model aujourd'hui. Frédéric, c'est capital parce que le luxe, c'est le symbole de l'amour et de l'amitié. Donc il faut que ça dure, il faut que c'est durable, parce que l'amour, ça dure et ça se transmet de génération en génération. On a tous vécu une crise qui nous a rapprochés, parce que les crises économiques, c'est tous les 10 ans, on le sait, mais là, c'est tous les siècles. Et donc, le pape a raison, Fratelli Tutti, 7,8 milliards, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait homme-femme, il faut qu'on fasse quelque chose pour se protéger, des gestes barrières, un masque, un vaccin, très bien. Maintenant, c'est un entraînement, parce que le changement climatique, c'est tout de même phénoménal. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin. Et c'est Miami sous l'eau, Dubaï sous l'eau, New York sous l'eau, 100 millions de personnes qui doivent quitter le Bangladesh sous l'eau. Donc c'est vraiment un sujet. Et en plus, c'est un sujet qui est une pression pour toutes les marques de luxe, les maisons et les groupes, parce que les clients disent « Qu'est-ce que tu fais pour la planète? Si tu fais rien, je vais ailleurs ». Les salariés, la guerre des talents qui était vivace actuellement, les salariés les plus engagés, les plus performants disent « Qu'est-ce que tu fais pour la planète? Ma marque, mon groupe, ma maison, autrement je vais ailleurs ». Et puis les investisseurs, les fournisseurs et les distributeurs. Donc c'est très important. Et surtout qu'on parle d'environnement durable, d'agriculture durable, mais bien sûr le luxe est durable, parce que, et ça se répare. La très belle définition du luxe, celui de Jean-Louis Dumas, c'est le luxe, ça se répare. Donc c'est très important. Et c'est un défi de toutes les marques qui le font, qui commencent à le faire. Donc c'est une accélération. Vous avez vu Hermès qui maintenant crée des sacs avec du champignon plutôt que du cuir. Cartier qui a lancé une montre, c'était un bracelet avec de la pomme plutôt que du cuir. Mais pour vous, la tendance de fond est lancée, ça y est? Oui, c'est lancé et ça s'accélère. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est une chance formidable pour le luxe, parce que on parle d'économie circulaire. En fait, c'est étrange. Nous, humains, il nous a fallu des siècles pour comprendre que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Maintenant, des siècles pour comprendre que l'économie aussi est circulaire. On ne peut pas dire je prends les matières premières, je fabrique, je vends, je jette. Stop. Au mois de juillet, Frédéric, tu as mangé la moitié, tu as mangé toutes les ressources de la planète. Donc l'économie circulaire est clé. Et le luxe est génial parce que le luxe peut le faire, c'est-à-dire que le second-hand, vintage, pre-owned, pre-loved, c'est aussi le domaine du luxe. Alors la Terre est pre-loved, on n'est pas les premiers. Chacun d'entre nous est pre-loved parce qu'on a été aimé par nos parents, nos grands-parents, on va être aimés par nos conjoints, et nos enfants et nos amis. Et dans le luxe, on peut le faire. Moi, j'avais été frappé quand j'étais patron de quartier aux US, quand j'étais voir Tourneau, le premier distributeur de montres. Je lui dis, c'est quoi tes best-sellers? Il me dit 1 Rolex, 2 pre-owned, 3 quartiers. Waouh, j'ai dit pre-owned number 2. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, le pre-owned,
c'est vrai pour la terre, mais c'est vrai pour l'immobilier. Où qu'on habite, l'appartement, la maison, on n'est pas les premiers, on n'est pas le dernier. C'est vrai pour l'automobile. Porsche, Matra, Ferrari, Tesla et tous les autres, ils vous disent, bien sûr, tu achètes la voiture, je te la répare à vie. Et si tu veux la revendre dans 6 mois, 6 ans, je te la rachète ou je trouve quelqu'un qui la rachète et je te fais un crédit d'achat chez moi. Et donc, c'est extraordinaire. Et donc, quand j'étais patron de Van Cleef & Arpels, on a mis en place un système où on rachète les pièces de joaillerie de nos clients. Les femmes sont ravies, elles disent merci, j'ai un collier, j'ai 2 filles, merci beaucoup. L'atelier est ravi parce que les mains d'or, quand ils voient un collier des années 30, 40, ils disent ouais, c'est super, comment c'est fait. Et puis quelque part, ils se disent dis donc, ce qu'on fait en 2021, il faut qu'en 2091, ce soit encore nickel. Et puis l'acheteur, il achète quelque chose d'authentifié. Et authentifié, c'est très important parce que là, il y a 3 verres. Celui qui est authentifié vaut 30% plus cher que l'autre. Donc la marque, la maison, le groupe authentifie et crée de la valeur. Et ce qui est extraordinaire, c'est un défi énorme. Et d'un côté, on n'a jamais eu autant de tech, on n'a jamais eu autant de fonds et de moyens financiers, et on n'a jamais eu autant d'esprit entrepreneurial. Et donc il y a une opportunité géniale pour toutes les marques, les maisons et les groupes de pivoter et de se faire aider par des startups. Et on vit une période extraordinaire parce qu'autrefois, David et Goliath se tuaient, mais maintenant, David et Goliath cèdent. C'est-à-dire que les startups peuvent aider des grands groupes. On a par exemple Rez, qui est un fonds d'investissement qui chaque année fait un prix où il récompense David et Goliath. On a le comité Colbert qui a brillamment sorti un carnet d'inspiration sur toutes les pratiques des 90 maisons du comité Colbert avec sa brillante directrice générale Bénédicte Épinay. Et avec toutes ces pratiques, elle a aussi cité 2 startups, Revalorem, qui démonte manuellement les invendus pour restituer aux marques 65% des matières premières, et Foam, qui permet d'intégrer le second-hand vintage pre-owned dans les marques de luxe. Et vous, TNP aussi, vous avez un incubateur de start-up. Donc voilà, David et Goliath peuvent s'aider. Et c'est d'actualité parce que dans la crise, on a bien vu cette crise du Covid. Goliath, Sanofi n'a pas trouvé de vaccin. C'est David, Moderna, qui a trouvé le vaccin. Ils sont aidés l'un l'autre. L'un a le vaccin, l'autre le fabrique. J'avais une autre question. J'en profite parce que malheureusement, vous venez de nous quitter au cours de la table ronde. Comment vous voyez ce lien? Je fais le lien avec l'autre table ronde, avec le digital. Parce que longtemps, le digital, le luxe, on ne voyait pas bien le lien. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ça y est, il va faire, et le numérique va vraiment apporter, redonner un élan. Je ne sais pas s'il y avait besoin de redonner un élan, mais donner un élan supplémentaire au luxe. Tout à fait, c'est un accélérateur formidable. Je parlais de David et Goliath, mais en fait, dans la vie, chacun d'entre nous, sur le chemin de vie, on a des pierres. Et c'est à nous de choisir si on en fait des ponts ou des murs. Et il y a de plus en plus de ponts, ce qui est intéressant dans le luxe. On a vu maintenant une très belle initiative de LVMH avec Aura, qui maintenant fédère d'autres groupes, puisque Cartier l'a rejoint, et Prada. Bravo, parce que là, c'est un pont entre des groupes pour trouver des solutions. Et c'est digital aussi, la blockchain, parce que la blockchain va aider à la réparation, qui est essentielle, et qui va aider au second-hand vintage pre-owned. Oui. Et dans les startups, par exemple, qui aident, j'ai parlé de Revalorem Foam, il y a aussi Restory, par exemple, qui est une startup anglaise, qui fait le Farfetch de la réparation. Et donc, c'est digital, qui vous disent, où que tu sois dans le monde, tu dis, je veux réparer quelque chose, je vous mets en contact avec quelqu'un qui répare. Il y a Clear Fashion, vous connaissez Yuka, qui vous dit que ce que tu manges, c'est bien ou pas bien. Clear Fashion, c'est la même chose pour dire ce que tu portes, c'est positif pour la planète ou pas. Et puis il y a les startups qui permettent d'intégrer le second-hand vintage pre-owned. Il y a par exemple dans Foam, on a parlé de Reflaunt et de Place to Swap. C'est extraordinaire parce que là, c'est des plateformes digitales en marque blanche qui vous disent je ne sais pas ce que vous avez comme montre ou comme vous avez ce que vous voulez vendre, mais donc ils disent tu veux vendre, donc c'est des plateformes par exemple Cartier Forever ou Louis Vuitton Forever, et donc si vous voulez vendre, vous dites je m'inscris sur la plateforme, quelqu'un veut acheter, s'inscrit sur la plateforme vous match, vous êtes invité à aller dans la boutique, donc trafic boutique, CRM, la boutique authentifie et le vendeur est payé en crédit d'achat sur la marque. Donc c'est le vendeur est content parce que vous connaissez Marie Kondo, l'art de ranger, sois heureux, vide ton armoire, vide ton placard, vide ton grenier, vide ta cave, vide ton coffre, donc tu es heureux. Tu rachètes du Vuitton 2021 en vendant du Vuitton 1980, donc tu es content. L'acheteur est content, c'est authentifié, il vaut mieux acheter un Vuitton 1980 qu'un faux Vuitton ou même une marque générique. C'est bien pour la maison parce que trafic client, amélioration du CRM, offre décarbonée, travail pour la réparation. Et c'est bien pour l'actionnaire qui se dit « Ah, voilà, l'intégration continue, puisque tout le luxe, en fait, notre valeur, c'est de se connaître le client et de fidéliser le client, de passer de la relation
de la relation, enfin de la transaction, pardon, la transaction à la relation et la transmission. C'est ce qu'on doit toujours faire. On fait une transaction, puis après on établit une relation, une transmission. J'ai toujours aimé ce dîner chez Van Cleef Arpels avec Anna Ducasse, à la fin, ou à la Tour Eiffel. Une cliente se lève, on venait de présenter une collection de joaillerie, elle se lève, 25 ans. I would like to raise my glass of champagne to Van Cleef Arpels. I'm the third generation buyer. Voilà, c'est le rêve, 3e génération. Et donc, avec ces plateformes digitales et ces solutions, les marques de luxe peuvent passer de... On est tous commencés designers, ensuite designers fabricants, designers fabricants wholesalers, designer, fabricant, wholesaler, retailer, designer, fabricant, wholesaler, retailer, e-tailer, e-commerce, et maintenant designer, fabricant, wholesaler, retailer, e-tailer and re-commerce, c'est-à-dire intégrer ce qui est chez Christie's, Sotheby's, Vestiaire Collectif. Et d'ailleurs, les groupes le font, puisque Kering a investi chez Vestiaire Collectif, Richemont a racheté Watchfinder. Donc il y a vraiment, et le digital va aider. Donc c'est phénoménal. Il y a une transformation qui est une chance pour toutes les équipes, pour tous les managements, pour tous les clients, pour le monde. Hein. Merci Saïssa, je reviendrai dans un instant. Vous avez déjà dit beaucoup de choses hein, sur tout cet univers. Je reviendrai vers Hélène dans un instant pour reparler justement de ces marques. Cédric Boutonnet, Focalenime, justement, vous, comment vous avez voulu réagir? Parce qu'on voit tous les marchés sont menacés hein, par des nouveaux entrants, voilà, il faut bouger. Comment vous, Focalenime, alors vous avez bougé, peut-être nous dire un mot sur la réunion des deux marques, la synergie, puis derrière, comment vous accompagnez à la fois cette transformation durable, cette transformation numérique chez vous? Alors, tout d'abord, ce sont deux marques complémentaires, une marque française, une marque anglaise, dont on ne peut pas penser qu'elles puissent être miscibles pour des raisons culturelles, mais aussi par leur ADN. Une marque est spécialiste de l'électroacoustique, l'autre est spécialiste de l'électronique high-end. Donc, réunis il y a 11 ans lors d'un mariage, fallait-il encore trouver le moyen de fédérer ces deux marques, de trouver un projet commun que nous avons trouvé par le biais des boutiques Focal Powered by Name, qui portent bien leur nom, puisqu'en l'occurrence, c'est de proposer les meilleures solutions possibles sur le marché. Non pas vendre des éléments séparés, mais véritablement vendre des solutions complètes pour sortir justement de ce carcan qui était celui proposé aux consommateurs finaux, qui était de composer eux-mêmes des setups audio. Là, on propose des solutions qui sont des solutions packagées, qui sont les plus efficaces. Donc ça, c'est un premier axe. Nous avons aussi comme projet de promouvoir le savoir-faire français, le manufacturé en France, le handcrafted in UK, qui est quelque chose de très important à nos yeux. Le tout en adressant aujourd'hui des clients qui sont d'autres clients que les clients audiophiles, qui sont nos clients natifs, nos clients historiques, mais en élargissant le champ par le fait de favoriser l'expérience client dans des boutiques qui sont des boutiques de nos deux marques et qui sont de véritables centres d'expérience. Oui, et puis en rajoutant tout ce qui est le digital, parce que je parlais des nouveaux entrants. Alors il y a évidemment les GAFA, on a des marques françaises aussi qui sortent du lot avec des produits aussi très, très haut de gamme. Alors comment on se défend aujourd'hui en mettant davantage d'innovation? Alors évidemment, meilleur son, toute cette qualité, mais voilà, j'ai cherché où est-ce que vous allez aller chercher l'innovation en plus? Alors l'innovation, elle est sur deux axes. Bien entendu, la performance audio, qui est notre métier premier. Offrir aux consommateurs le meilleur son possible et la meilleure émotion musicale possible en étant au plus près de la création musicale. Donc restituer l'intention de l'artiste de la manière la plus juste et la plus pure possible. C'est effectivement un sujet, mais ne perdons pas de vue que nous évoluons en tant que marque audio et audio-vidéo dans des environnements technologiques qui sont des environnements technologiques contraints. Aujourd'hui, il est très difficile pour la plupart des consommateurs d'imaginer vivre sans leur smartphone, sans parler à Siri, sans parler à Alexa et bien d'autres. Donc, il va de soi que nous avons la nécessité de nous adapter à ces environnements, qui sont des environnements qui contraignent effectivement nos démarches et nos technologies, et on se doit d'être compatibles. Merci. On revient dans un instant justement sur les innovations et sur la partie aussi transition durable. Hélène Valade, en quoi, ce dont nous parlait Stanislas aussi sur cette partie durable, en quoi tout ce qui concerne le développement durable, ces critères ESG sont devenus aujourd'hui une priorité pour le groupe LVMH, et qu'est-ce que vous mettez en place autour de tout ça?
Alors, je suis assez stupéfaite par le fait qu'on présente les choses comme si elles étaient toutes neuves, alors que ça fait des années qu'on travaille sur ces questions de l'environnement et du développement durable. Donc c'est assez impressionnant de voir le décalage qu'il y a entre des efforts qui, en tout cas pour LVMH, remontent à 1992, sommet de la Terre, création de la première direction de l'environnement et du développement durable, et le coup de projecteur extraordinaire qu'il y a maintenant. Bon, c'est magnifique, mais en même temps, si on peut en parler et si on peut montrer des résultats, c'est que parce que derrière, il y a eu beaucoup de travail dans l'ombre pour, au fond, inscrire cette préoccupation environnementale, sociale et sociétale au cœur de ce qu'est l'excellence du luxe. Et par rapport à toutes les définitions qui ont été données précédemment, moi, c'est plutôt celle-ci que je retiens. Je vais vous raconter une anecdote, et ce qui vous permettra vraiment de saisir ce que ça veut dire. Il y a 3 semaines, à l'invitation de Fendi, qui est une marque du groupe LVMH, je vais à Rome pour participer à un cleaning day. Déjà, j'étais assez surprise qu'une marque de luxe organise un cleaning day dans un des grands jardins romains, puisqu'il y a vraiment une problématique liée à la propreté dans la ville. Et je me retrouve aux côtés du président de Fendi pendant toute une matinée qui joue le jeu de ce cleaning day. Et à la fin, je lui dis, mais je suis stupéfaite que tu passes du temps, que tu fasses ça avec nous, etc. Il me fait cette réponse extraordinaire. Il me dit, mais le luxe, c'est ça, c'est l'excellence. Dès lors que l'on a décidé de faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Et donc, on a décidé de mettre la focale, en effet, sur l'empreinte durable, environnementale, sociale, sociétale de nos produits, et on est en train de le faire complètement. Alors, pour répondre à votre question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre le sujet, au fond, à la fois en amont et en aval. Pour ne pas répéter tout ce qui a été dit tout à l'heure, il y a 2 obsessions. Il y a celle du sourcing des produits. En quoi, derrière nos sacs à main, derrière nos vêtements, nos robes, eh bien, il y a une prise en compte, non pas seulement d'ailleurs de l'impact qu'on peut avoir sur la nature, sur les matières, mais la manière dont on peut régénérer la nature, dont on peut contribuer à apporter des solutions au climat. On parle beaucoup en ce moment de business régénératif. Hein, c'est d'ailleurs le post-développement durable, c'est comment on régénère. Et ça, évidemment, derrière, il y a des sujets de traçabilité, de nouvelles matières, de recherche sur des matériaux alternatifs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, il y a au fond ce qui est en effet au cœur du modèle du luxe, c'est-à-dire comment penser, mais dès l'aval, la durabilité, un usage très très différent des produits du luxe chez le consommateur. Donc ce n'est pas simplement du re-commerce, comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi au fond comment inventer les solutions qui vont permettre aux clients du luxe d'être en permanence dans la seconde vie, dans la troisième vie vis-à-vis de son produit. Ça veut dire, par exemple, du relooking de sac à main, de robes, ça veut dire de la patine des souliers. Et donc, ce sont des services qui sont en train de se sophistiquer très, très fortement pour, au fond, qu'un produit qui, par définition, parce que c'est un produit du luxe, donc d'une qualité extraordinaire, puisse vivre dans le temps. Voilà, c'est les 2 sujets qui sont en train d'être mis... Ça, c'est sous la pression. Alors, oui, sous la pression, d'abord d'un visionnaire. C'est pour ça que et c'est pas 92, il fallait quand même avoir la vision de ce qu'allaient devenir ces sujets pour dire que, voilà, il faut qu'on prenne ce chemin. Et puis ensuite, vous avez raison, il y a 2 pressions qui montent très fortement. C'est celle d'abord des consommateurs. Et je pense que de ce point de vue-là, la crise qu'on vit encore là, a eu peut-être le seul impact positif que de mettre en avant ce que pouvait être une entreprise en contribution, hein, puisque pas mal de nos entreprises ont contribué énormément à apporter des solutions pendant cette crise. Nous, on a transformé toutes nos unités de
de cosmétiques en unité de production de gel, par exemple. Donc ça change le rapport, la relation, notamment en France, entre le grand public et l'entreprise. Et puis probablement le deuxième aiguillon très fort vient de l'interne et de la génération dont l'excellent Frédéric Pichard parlait tout à l'heure, qui arrive dans nos entreprises, dans nos maisons, et qui demande autre chose, qui a des attentes à la fois sur le sens, mais qui est très exigeant sur les politiques de développement durable mises en place dans l'entreprise, sur le climat, sur la biodiversité, sur la transparence. Donc voilà, tout ça renforce en effet. Et puis des marchés, puisqu'on parlait de celui de la Chine tout à l'heure, dont on dit trop vite que la démarche environnementale de la Chine n'est pas au rendez-vous, c'est parfaitement faux. Il se passe en Chine des choses qui sont absolument incroyables. Y compris au niveau des nouvelles générations. Oui, mais y compris du plan quinquennal, si je puis dire, de la loi quinquennale nouvelle là, qui a été mise en place il y a quelques mois, et qui en fait est en train de préparer une Chine verte. Voilà, donc on a intérêt aussi à regarder véritablement l'ensemble des mesures qui sont proposées, puisque lorsque la Chine décide quelque chose, les choses sont après bien mises en œuvre. Donc voilà, les aiguillons sont ceux-là, plus le monde de la finance. Un autre acteur dont on n'a pas parlé encore, qui d'ailleurs a fait des annonces au moment de la COP26 assez incroyables de ce point de vue-là, qui pousse à introduire un lien de plus en plus robuste entre performance économique financière et performance développement durable. Autrement dit, quand on présente une entreprise maintenant, et moi quand je présente LVMH, je ne parle pas simplement de ses résultats économiques, mais aussi de ses résultats environnementaux. Et ça, c'est une autre façon, au fond, de penser l'entreprise. Et si on ne fait pas ça, et si on n'est pas excellent, pour le coup, dans le luxe, pour accélérer cette fusion entre une entreprise présente sur un marché financier et une entreprise présente en société, alors je pense qu'on passera à côté de quelque chose. Non, mais c'est important, justement. La COP26 a montré ça. La COP26, alors on pourra toujours dire c'est en demi-teinte, un bilan mitigé, etc. Peut-être au niveau des États, mais on a vu une présence plus forte des entreprises, avec tous ces engagements dans 18 secteurs, des banques aussi, qui ont dit, nous, maintenant, on fait du financement, mais derrière, avec du métier plus durable. Présence des jeunes aussi. Alors, au-delà de certaines polémistes, on a eu vraiment, on sent des jeunes très concernés et avec des analyses très fines. Enfin, moi, c'est ce que je retiens des discours que l'on a pu voir là-bas. Guy, premières impressions autour de ce côté transition durable dans l'univers du luxe. Je crois que toutes les industries, et particulièrement l'industrie du luxe, va être confrontée à définir une trajectoire bas carbone pour respecter les engagements 2030 et 2050, à avoir une traduction financière de cette trajectoire et de mettre en place les modalités de gouvernance, de pilotage qui vont bien pour effectivement vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des institutions, des banques, pouvoir témoigner du fait que le plan de marche est en train de se mettre en œuvre. Et on réussit à voir ce que l'on veut aujourd'hui en termes parce qu'il faut mesurer tout ça, il faut mesurer pour savoir d'où on part, et puis il faut mesurer pour que ça jalonne aussi le parcours. Donc ça, on est confronté beaucoup aujourd'hui à ce sujet de mesure, et progressivement... je ne peux pas encore réellement parler de standards, mais en tout cas, toutes les entreprises se mesurent, plus ou moins bien, mais se mesurent avec les indicateurs dont on dispose, et vont de l'avant et s'appuient sur cette mesure étalon pour progresser. Et on sait bien que dans l'industrie de la finance, avec les engagements ESG, il va y avoir une pression très très forte du système financier pour aussi rendre vertueux cette évolution vers les trajectoires 2030-2050. Alors justement, Cédric Boutonnet, la chef Focaline, quelles sont les principales initiatives que vous prenez en termes de RSE? Aujourd'hui, ça devient l'une des priorités pour toutes les entreprises. Ça l'était pour certaines, mais c'était peut-être pas, comme le disait Hélène, porté sous le feu des projecteurs. Mais vous, aujourd'hui, sur quels axes, dans ce domaine-là, dans cette trajectoire bas carbone, la course au zéro carbone, quels sont vos engagements?
Il y a plusieurs axes. Un des premiers est la prise de conscience collective et que nous veillons à ce que dans l'entreprise, l'ensemble de nos salariés soient pleinement conscients de ce que cela signifie pour nous, parce que ça fait partie des valeurs de notre groupe et de nos entreprises. C'est le premier sujet. Et il est très important parce qu'on peut parler effectivement d'actes isolés ou de volonté de l'entreprise, mais ça se pratique au quotidien. Autre sujet extrêmement important sur la manière dont nous concevons les produits. Donc, avoir une démarche responsable, ça se pense dès la conception des produits, dès le choix des matériaux. Donc, avec cette notion de durabilité, mais aussi de réparabilité des produits, pour les accompagner dans leur première vie, puis dans leur seconde vie, et troisième si c'est possible, notamment lorsque nous avons la chance d'avoir des produits qui sont des produits qui font écho à des savoir-faire traditionnels. On peut penser notamment aux ébénisteries, puisque chez nous, nombre de produits sont fabriqués en bois. Bois, justement, on est déjà sur des matériaux, nous utilisons des matériaux qui sont du MDF, donc du médium, qui est un produit qui arrive en bout de chaîne, puisque c'est un produit qui est déjà recyclé. Mais lorsque nous pensons les produits aujourd'hui, nous pensons aussi à intégrer d'autres matériaux, d'autres technologies qui nous permettent de recycler. On le fait sur nos membranes notamment, puisqu'on vient utiliser des matériaux qui sont issus de l'automobile et qui sont retraités. Donc cette démarche est engagée. Lorsqu'on travaille sur notre site de production de Bourgogne, Focal Ébénisterie Bourgogne, sur le traitement des peintures, le traitement des solvants, etc., on a une démarche qui est une démarche véritablement responsable, qui peut, dans un premier temps, paraître coûteuse, mais qui est nécessaire. Et justement, en termes de sourcing, on entend beaucoup parler, évidemment, en ce moment, de la pénurie de semi-conducteurs. Vous, comment vous débrouillez un peu dans cet univers pour rester quand même dans vos cadres, dans le respect de vos initiatives, notamment RSE? C'est un sujet qui est excessivement sensible, presque douloureux, dont nous sommes aujourd'hui, nous subissons plus que nous n'agissons. Et encore une fois, l'industrie de l'audio est une tête d'épingle au milieu de l'océan. Il y a des industries qui sont beaucoup plus impactées que nous parce qu'elles sont plus consommatrices de semi-composants. Je peux penser à l'automobile qui est en train de vivre une mutation et qui consomme énormément, mais aussi celui du maritime, puisqu'il y a énormément de bateaux qui sont construits actuellement et qui consomment énormément. Là, j'ai envie de dire, nous subissons. Et nous subissons à plusieurs titres. D'une part, la Chine produit énormément des composants et notamment de semi-conducteurs. Donc, nous en subissons aujourd'hui les effets et les affres. Mais nous devons prendre aussi conscience de ce que ça veut dire. Et sur ce sujet-là, il y a des initiatives qui sont prises aujourd'hui, avec notamment des sites de production qui sont rapatriés en Europe. Donc, il est de notre responsabilité aussi de favoriser les circuits courts et de veiller, autant que faire se peut, à réduire ces circuits d'approvisionnement pour sourcer en Europe. Hélène, sur les innovations, vous nous en avez cité quelques-unes, mais est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui, sur l'éco-conception des produits, sur toute la partie, alors vous avez dit quelques exemples aussi sur le côté économie circulaire, et je vais pas réussir à reprendre tous les points tout à l'heure de Stanislas, mais voilà, il y en avait beaucoup dans toutes ces innovations. Oui, il y a évidemment beaucoup d'exemples, mais peut-être pour vous les présenter, j'ai plutôt envie de vous parler de la révolution qu'il y a dans le processus de créativité, parce que c'est tout de même la créativité qui est au cœur des métiers du luxe, et puis il ne s'agit pas de tomber de la banalisation, c'est-à-dire de faire de l'économie circulaire comme tout le monde en fait. D'ailleurs, chez LVMH, on parle de circularité créative. Et moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est la manière dont les designers ou les nés dans le secteur des parfums et cosmétiques ou les goûteurs dans les vins et spiritueux se sont emparés de cette nécessité, en effet, d'un sourcing plus responsable pour inventer complètement autre chose. Et je pense que c'est ça aussi une des caractéristiques du luxe, finalement, que sous la contrainte, entre guillemets, d'être capable de se réinventer en permanence.
Et si je prends l'exemple du secteur de la mode et de la maroquinerie, et si je caricature un tout petit peu, jusqu'à maintenant, créer quelque chose, c'était avoir une inspiration, une idée magnifique, et puis ensuite aller chercher les ressources pour la mettre en œuvre, quelle qu'elle soit dans le monde, ou qu'elle soit dans le monde, et quelle qu'elle soit. Bon. Donc, autrement dit, sans se préoccuper, au fond, de la ressource en tant que telle qui allait permettre cette création. Et là, on est progressivement, parce qu'il faut aussi rester modeste, hein, je ne pense pas qu'il y ait un jour et nuit dans tout cela, mais il y a un chemin qui est en train d'être pris et qui inverse absolument le processus. C'est-à-dire, quelles sont les matières que j'ai à disposition? Ça peut être des chutes, ça peut être des fibres recyclées, ça peut être des fibres qui émanent des biotech. Et à partir de cela, comment je peux inventer quelque chose de nouveau? Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est robuste, c'est puissant, ça. Et ça veut dire qu'en effet, cette volonté d'être dans une empreinte très très faible sur un plan environnemental vient se loger dans la création elle-même. Vous avez eu la gentillesse de montrer tout à l'heure ce sac de l'OEV, c'est exactement ça. Ce sont des chutes de cuir qui ont été récupérées dans les maisons de LVMH et qui du coup ont été ensuite traitées de manière remarquable, c'est-à-dire tissées de très jolies manières, etc., pour créer ce sac qui marche extrêmement bien. Et donc c'est bien à partir de ces lanières de cuir de couleurs différentes qu'il y a eu imagination de cela. Voilà, je ne prétendrai pas de dire que c'est partout comme ça et que ça marche uniquement comme ça maintenant. Mais en tout cas, c'est-à-dire tous les créateurs que vous avez aujourd'hui, exactement, ça en tête. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement optimiste sur le fait que pour le coup, c'est quelque chose de robuste et de durable. Une autre chose, si vous me donnez encore une seconde pour mettre en avant, c'est que LVMH, c'est 75 maisons dans des secteurs d'activité extrêmement différents. Chercher à faire de l'économie circulaire de manière un peu différente, c'est réfléchir à des interactions qu'il y aurait entre les maisons pour justement diminuer l'impact et au-delà avoir un impact positif. On a comme cela mis en place une plateforme en fait de trading entre les maisons de tissus. Et ça fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire que les tissus qui ne sont pas utilisés dans certaines maisons sont vendus à d'autres maisons, ou bien sont vendus à des jeunes designers à l'extérieur qui n'ont pas les moyens d'accéder à des tissus de super qualité au prix du marché. Bon. On a lancé ça en avril dernier et c'est un vrai succès parce que là, on voit en effet que ça coche la case, si je puis dire, économie des ressources naturelles, hein, puisque on réutilise des tissus, et puis social et sociétal aussi, parce que de jeunes designers au fond créer alors qu'ils n'auraient probablement pas pu le faire à partir de belles matières. Et là, des projets comme ça, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets de raisin dans notre activité vin et spiritueux? On est en train de découvrir qu'on peut tanner le cuir de manière totalement naturelle à partir de ces déchets de raisin, qu'éventuellement, il y a des solutions aussi pour fabriquer du cuir. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit qui décloisonne entre les maisons chez nous, mais aussi entre les fonctions, les sujets, et qui du coup permettent d'inventer autre chose. C'est ce côté intelligence collective, non Guy, qui prédomine, là, en tout cas dans cet exemple. Je crois qu'on est effectivement de plus en plus en train de désiloter les organisations, de faire en sorte que l'organisation réfléchisse de manière horizontale et fait en sorte que, avec l'agilisation, avec un certain nombre de démarches là, de changement de culture, l'idée c'est de casser beaucoup de codes qui nous permettront d'atteindre ces nouveaux objectifs. Cédric, comment on parlait beaucoup des nouvelles générations, comment on s'adapte justement aux besoins des nouvelles générations? Vous l'avez rapidement dit tout à l'heure, voilà, tous un mobile, évidemment, on rentre chez soi, hop, on veut que ça soit connecté à la musique, on veut parler à ses équipements dans la maison, ça se fait de plus en plus. Et vous, chez Focalim, comment vous envisagez ce futur à travers vos marques et puis et à travers toujours puisqu'on est dans ce côté transition environnementale, en respectant tous ces critères? Disons qu'il y a plusieurs enjeux et plusieurs niveaux
de lecture de ces enjeux. La compatibilité aux environnements technologiques en est une, mais ce que réclament les nouvelles générations, c'est aussi des engagements forts de la part des entreprises, et justement dans ce respect de l'environnement. Donc toutes les démarches qui sont entreprises aujourd'hui veillent à répondre à cela. Donc, et nous le voyons même en interne, lorsqu'il s'agit de recruter de jeunes gens, nous voyons que les aspirations sont très fortes, et qu'au-delà de la compétitivité de l'entreprise, la nature du projet que nous proposons, que nous présentons à ces nouvelles générations, est excessivement importante. C'est une composante essentielle aujourd'hui. Par-delà la qualité, je le disais, de la performance, mais aussi le positionnement de nos marques. Ce qui est très important, véritablement, c'est comment l'entreprise a cette position, qui est une position presque citoyenne, et comment elle s'intègre dans son environnement. C'est une valeur qui devient prédominante. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, profitez-en. Si quelqu'un veut... Voilà, le plus compliqué, c'est de se lancer. Mais si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à intervenir. Je reviendrai vers vous dans un instant, voilà, si vous voulez prendre le temps de préparer tout ça. Je reviens un moment, Hélène, sur ce dont vous parliez là, à partir de grappes de raisin. Enfin, je prenais cet exemple. Mais vous avez justement mis en place carrément un centre d'innovation durable. C'est ça aujourd'hui chez LVMH ? Alors, on est en train de le loger ailleurs. On a un projet, en effet, d'un grand centre d'innovation recherche fléché vers l'innovation durable, donc vers le durable à Saclay. Et on est en train de justement mutualiser des programmes de recherche qui existaient déjà dans un certain nombre de maisons et de leur donner probablement une ampleur plus forte autour de deux enjeux que sont le packaging. On n'a pas parlé, mais alors voilà, le packaging, c'est un super enjeu pour les métiers du luxe. Là aussi, vous disiez tout à l'heure qu'il faut casser les codes. Un packaging dans le luxe, c'était un peu lourd, avec du volume. Bon, comment modifier tout cela pour utiliser d'autres types de matériaux. Vous avez peut-être vu la bouteille de champagne Ruinart qui a inventé quelque chose de complètement disruptif, une seconde peau. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça change complètement le look de la bouteille. Ça change son empreinte carbone, 60% d'émissions de CO2 en moins par rapport à la solution précédente. C'est quand même pas rien. Ça n'a pas marché du tout au début, parce que c'était tellement disruptif que ça a créé quelques remous. Et puis maintenant, c'est probablement une des choses qui marche le mieux. Donc voilà, un gros axe de recherche sur le packaging et sur les nouveaux matériaux. Et donc, je continue mon histoire de tout à l'heure sur cette créativité à partir de nouveaux matériaux. Encore faut-il inventer des nouveaux matériaux. Et donc, là, il y a des liens avec un certain nombre de startups en ce moment qui sont très, très prometteurs, que ça soit du côté du cuir, que ça soit du côté du plastique, et donc de tous les matériaux qui peuvent remplacer le plastique. Et là, et moi j'insiste toujours beaucoup là-dessus, il faut aussi qu'on soit très audacieux en matière de recherche sur la mesure. Vous en parliez tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus de céder à des effets de mode aujourd'hui qui tenteraient à faire croire que ça doit être ça la solution et pas autre chose. C'est automatiquement un cuir vegan parce que c'est mieux. Bon, quand on creuse, quand on mesure de manière sérieuse, c'est-à-dire fondée tout de même sur une approche un peu scientifique, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que ça et qu'il n'y a pas des empreintes environnementales parfaites d'un côté et puis absolument dégoûtantes de l'autre. Et donc ce courage à la fois de la nuance et de la mesure, du coup, est quelque chose qui, à mon sens, fait partie également de l'identité du luxe. Moi, j'ai des designers qui étaient des designers véganes pendant des années, c'est-à-dire qui n'utilisaient que du cuir vegan, qui sont en train de se rendre compte que, certes, le support, si vous voulez, du cuir, qu'il soit vegan, c'est-à-dire par exemple végétal, est en plastique. Il y a peut-être un petit problème. C'est peut-être pas mal de dire les choses comme elles sont. Bon. Donc voilà. Donc dans ce centre de recherche, il y aura beaucoup de choses aussi sur les techniques de mesure. Et on y arrive par rapport à tout ce que vous nous dites. On arrive derrière à rester dans une performance financière acceptable aujourd'hui ? Ah oui, mais je pense alors là pour le coup, ça fait partie
de cette croissance durable, d'être en permanence sur ces innovations-là, d'être en permanence en quête finalement d'avant-gardisme sur ces questions, parce qu'elles adressent, et vous l'avez rappelé, des enjeux qui sont primordiaux. On parlait tout à l'heure du climat, on ne va pas très bien quand même dans la trajectoire qui est dessinée pour l'instant. Donc on ne va pas très bien non plus pour le business. Vous savez, quand on a eu en Californie des vignobles qui ont brûlé, ça fait prendre toute la mesure de l'impact de tout cela sur le business en tant que tel. Enfin, c'est très très concret. Donc bien sûr que ça, au contraire, ça va booster cette croissance. Guy, un mot, je reviens sur un des sujets dont a parlé tout à l'heure Stanislas, qui était la blockchain, que l'on voit évidemment alors, avec tous les avantages que peut avoir la blockchain, y compris dans le paiement, enfin, dans tous ces secteurs. Comment vous la voyez évoluer? Et justement par rapport à cette partie environnementale, parce que là aussi, on sait que c'est une technologie qui est très consommatrice, mais voilà, qui va devenir essentielle pour garder des certifier des produits, pour tout ce genre de choses. Nous, chez TNP, évidemment, bien comprendre les enjeux métiers associés à une technologie, c'est cœur métier pour nous, et surtout aussi d'en comprendre les limites. Donc, on a eu l'occasion de faire différents projets blockchain dans différentes industries. On a aussi une très forte expertise autour de tout ce qui est data protection, data privacy, puisque tout ça est interrelié, voire aussi la cybersécurité. Donc à mon sens, la blockchain dans le luxe, ça adresse trois grands enjeux. Le premier, c'est évidemment de lutter contre la contrefaçon et d'apporter toutes les garanties d'authenticité à la fois lors de l'achat, mais aussi sur l'origine du produit, comme le disait Hélène. Quand un Chinois venait à Paris ou en Europe dans une boutique de luxe, la garantie, elle était de fait, elle était physique. Quand le même acheteur chinois reste sur son marché et achète via une plateforme digitale, là se posent effectivement ces sujets d'authenticité, de traçabilité. Et donc la blockchain permet d'apporter une réponse à ça. On le voit aussi avec la technologie NFT là, sur les œuvres d'art éphémères, où il y a un jeton numérique qui garantit l'unicité, l'authenticité de l'œuvre. Donc on voit bien qu'entre les valeurs du luxe, la confiance, la durabilité, la traçabilité et ce qu'apporte la blockchain, il y a vraiment une technologie là qui répond bien. Le deuxième sujet, le deuxième enjeu, c'est autour du marché de la seconde main. C'est un marché qui a une progression en 2 chiffres. Hélène l'a dit également tout à l'heure, c'est dans l'horlogerie, dans la maroquinerie, le marché de la seconde main est un marché qui permet d'avoir des rendements intéressants. Il y a des sacs à main qui prennent des valeurs dans le temps qui sont assez remarquables. C'est mieux que la bourse. C'est aussi souvent de nouveaux consommateurs, une nouvelle génération. Dans les Échos, la semaine dernière, il y avait un article qui disait qu'en 2025, 70% des acheteurs de produits de luxe seront dans la tranche 25 à 40 ans. Et aujourd'hui, en 2019, on se situerait à 45%. Donc ce sera certainement pour cette nouvelle génération aussi un premier contact, possiblement avec le produit de luxe. Donc avoir cette confiance, cette authenticité, ce sera clé. D'autant plus que ces jeunes générations sont davantage concernées par tout ce qui est économie durable. Et le troisième enjeu, Stanislas l'a cité tout à l'heure un tout petit peu, c'est de garder la relation avec les différents propriétaires successifs dans le temps. Et puis c'est tout l'enjeu de la connaissance client, de la capacité à apporter de nouveaux services. Un produit de luxe, c'est un produit qui dure, c'est un produit qu'on entretient, c'est un produit qu'on répare, c'est un produit qu'on transmet, c'est un produit donc qu'on revend. Et donc la blockchain permet d'accompagner finalement la relation produit-propriétaire tout au long de la vie. Voilà. Et sur l'aspect data protection, la blockchain,
apporte un certain nombre de garanties, de par la transparence, cette traçabilité, le fait que le partage des données est maîtrisé et limité. Mais ça pose aussi, malgré tout, quelques questions sur les droits de l'acheteur, finalement, le droit à l'oubli, la conservation des historiques. Si monsieur ou madame change de genre, finalement, comment tout ça s'inscrit dans une blockchain? Voilà, ça pose un certain nombre de sujets. Et après, ces architectures blockchain sont des architectures décentralisées. Elles sont pas pour autant, elles sont très robustes, mais elles ne sont pas pour autant exemptes de vulnérabilité. Et sur une architecture informatique décentralisée, c'est un petit peu plus difficile de repérer un programme malveillant. Voilà ce qu'on peut dire de la blockchain. Mais en tout cas, il y a une très très belle initiative lancée par LVMH, Richemont, Prada. Je crois que d'autres marques rejoignent. C'est, je crois, une des premières grandes initiatives qui réunit les grands groupes. Et donc, je pense qu'il y a... Alors, c'est assez récent, ça a été lancé au printemps de cette année. Voilà, donc, l'élan est donné. Il nous reste à vous remercier tous les trois. Merci à nouveau. J'aurais aimé qu'on parle aussi de biodiversité, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter aussi sur ce sujet, mais ce sera l'occasion d'une autre table ronde. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Voilà, les choix musicaux, c'est Frédéric Bichard, hein, ça nous met un peu de pression pour la scène. Merci à tous les trois d'être avec nous. Donc à nouveau, je vous prie d'excuser l'absence d'Isabelle Fadjanelli qui est de chez Christian Dior Couture qui ne peut être avec nous ce matin. Mais nous avons quand même pas mal de sujets ici avec Manuel Malène. Bonjour. Bonjour. Manuel, et on dit Malène, je prononce bien, Malène, très bien, je prononce bien, président et cofondateur de Courbet Joaillerie. Alors, vous allez comprendre, et là, on est vraiment dans ce lien numérique, ce lien digital, du luxe, de l'innovation. On va découvrir plein de choses avec vous. Bernard Loire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial monde de Maserati. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui se font évidemment dans le domaine du durable, du numérique, dans le monde de la voiture. Et Benoît Ragny, merci. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous, président et cofondateur de TNP, donc pour nous balayer ainsi un peu tous ces sujets qui va être notre expert de luxe. Et justement, les disruptions. Alors, Frédéric l'a un peu dit tout à l'heure, tout ce qui vient discuter un peu ce marché du luxe. Moi, je dis souvent ce luxe, alors, en France notamment, mais si on regarde Maserati à un niveau européen, c'est un peu nos GAFA aujourd'hui. Lorsqu'on cherche des marques solides, des positions dominantes, innovantes, que le reste du monde nous envie, c'est comme ça qu'on peut les caractériser. Mais justement, il ne faut pas qu'elles viennent se faire disrupter. En tout cas, elles bougent suffisamment pour ne pas trop se faire disrupter. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les grands acteurs aujourd'hui du luxe traditionnel ou historique ont fait, ce que disait Hélène tout à l'heure, depuis pas mal d'années, déjà évolué tout leur business model. Et Stanislas le résumait aussi, c'est un business model qui évolue à la fois en profondeur, c'est-à-dire qu'on parlait avant de designers, maintenant on est dans des sociétés qui vont jusqu'au recyclage, à la seconde vie. Et ça se fait à une vitesse assez extraordinaire. Et ça se fait aussi avec un apport de technologie et de data aussi extraordinaire. Mais pour ça, il faut quand même aussi mesurer la taille de cette transformation et les enjeux derrière cette transformation. L'industrie du luxe, c'est 1300 milliards de dollars ou 1300 milliards d'euros. Pour la petite histoire, c'est à peu près le PIB de l'Italie. Ça a 2 digits de croissance. Et ça se transforme de manière radicale sur 5 axes. C'est à la fois une transformation de la typologie des consommateurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle génération XY, c'est bientôt 50% de la consommation. L'Asie, c'est plus de 50% de la consommation, dont la Chine, c'est 50% déjà. Et avec l'arrivée de l'e-commerce, qui a un peu tout disrupté, et parce qu'avant, moi je me rappelle très bien avoir un grand patron de luxe un jour m'expliquer à Milan, ça devait il y a 4-5 ans, qu'il n'y aurait jamais de l'e-commerce dans sa maison. Parce que vendre un produit, c'était expliquer
d'où venait le veau, le prénom du veau, la patine, etc. Et c'est toujours vrai. Mais n'empêche qu'il faut rajouter à ça cette disruption technologique qui a amené l'e-commerce et les réseaux sociaux et les influenceurs. Parce qu'on a aussi un monde du luxe où les influenceurs ont un rôle de plus en plus prégnant. Par rapport à aussi ce que disait tout à l'heure Hélène, il y a un troisième élément, ce que j'appelle moi un inducteur de changement majeur, qui est l'arrivée, quelque part, de la prise de conscience qu'une entreprise du luxe est avant tout une entreprise sociétale, et on doit travailler la seconde main, on doit travailler quelque part la capacité à recycler, et à travailler sur pas que la consommation d'énergie, mais la biodiversité. Il y a le quatrième élément, à mon avis, un élément inducteur qu'on a un peu sous-estimé jusqu'à présent, c'est la R&D. Le produit de luxe va se transformer radicalement, et le luxe va se transformer radicalement en repensant aussi les matières premières. Les matières premières, parce qu'aujourd'hui, dans le luxe, il y a 3 grandes icônes. Il y a la fourrure, le cuir, le diamant. Et bien, sur ces 3 grandes icônes-là, il y a beaucoup de gens qui sont en train on va en reparler, qui sont en train de proposer des solutions alternatives. Donc il y a une évolution aussi de la R&D, de la matière, qui va aussi travailler sur la personnalisation, parce que le luxe est de plus en plus personnalisé. Et troisième élément, le luxe, parce que ça aussi, je pense que ça va être un élément important, ça va toucher la santé et la vie des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit luxe, il n'est pas tellement technologique au sens apport de valeur sur la santé et le bien-être. Ça doit être confortable. Mais c'est plus une icône vers l'extérieur que quelque chose qui va m'apporter une amélioration de ma santé ou de ma vie personnelle intrinsèquement parlant. Et je pense que ça, c'est une révolution de demain qui est le produit de luxe, c'est aussi celui qui va nous faire mieux vieillir, mieux vivre. Et je terminerai par rapport à une petite anecdote qu'a sorti aussi Hélène, c'est on a un cinquième inducteur important qui est la réglementation, parce qu'on est dans un monde ultra réglementé. Et la taxonomie verte, mine de rien, les 700 milliards d'investissements de l'Europe, ça va faire le fléchage des industries financières vers des produits de luxe verts, va être aussi un inducteur. Donc tout ça pour dire, il y a des inducteurs extrêmement puissants qui touchent cette industrie extrêmement grosse, extrêmement riche, avec 500 millions de consommateurs. Et face à ça, on a des acteurs, et heureusement, et c'est une chance, des grands acteurs français, qui depuis 20 ans font évoluer leur business model pour s'adapter à ces inducteurs et continuent à être des leaders mondiaux et des grands champions. Et avec, je pense, une prise de conscience de tous ces enjeux-là et la mise en œuvre des moyens qui sont nécessaires pour travailler aussi bien sur la R&D, la fabrication, la distribution, l'omnicanalité, le sourcing et quelque part aussi la seconde main. Et ça, c'est remarquable parce que quand on regarde avec un peu de hauteur, il y a très très peu d'industries qui se sont remis en cause, ou en tout cas qui ont évolué à une telle vitesse, sur un tel champ d'action et sur autant de pays. Avec justement rapidité, agilité aussi, c'est un terme souvent les gens qui connaissent moins cet univers se disent on sent pas ces grandes entreprises agiles, et finalement on le voit, elles le sont énormément, alors souvent parce qu'elles sont composées aussi de petites entités qui bougent assez vite, et puis agilité dans l'innovation. Et alors là, je me tourne vers vous, Manuel Malène, vous êtes dit un jour il faut penser différemment avec Courbet-Joly. Alors racontez-nous un peu ce que vous faites. Vous êtes lancé en 2018, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer alors vous allez nous dire ce que vous faites, et voilà, nous racontez tout ça. Oui, donc en fait, nous, ce n'était pas une transformation, c'était une création, donc c'est déjà plus simple au départ. Et en fait, nous, le constat il est relativement simple. On a découvert le diamant de laboratoire. Donc c'est du diamant créé par l'homme et qui évite les mines et l'extraction. Et il faut savoir que les mines de diamants, c'est le plus gros trou fait par l'homme sur la Terre. Donc d'un point de vue écologique, c'est quand même une catastrophe. Et on avait également à disposition de l'or recyclé. L'or, on sait qu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre. Et il y a de l'or un peu partout. Il y en a notamment dans vos téléphones portables, ordinateurs. Et c'est cet or-là qu'on récupère. Donc à partir du moment où on avait ces deux composantes-là, cet or recyclé, ces diamants de laboratoire, on a pu créer la première maison de joaillerie écologique de la place Vendôme, tout simplement. Et alors comment vous un petit secret de fabrication, alors comment ça se passe cette transformation? La transformation du diamant, oui, tout simplement. Mais en fait, le diamant, c'est du carbone. Ce carbone, il y a des millions d'années sous terre, emprisonné dans le magma terrestre, sous haute pression haute température. En quelques heures, il s'est cristallisé.
et il est devenu le diamant que vous connaissez. Ensuite, il a fallu des millions d'années pour qu'il remonte au-dessus de la Terre. On s'est aperçu en laboratoire que si on mettait le carbone dans le même état, sous haute pression, haute température, il devenait du diamant de la même manière et avec la même incertitude de résultat que la nature. Ça peut être très beau, mais ça peut être franchement très vilain. Et maintenant, vous venez un peu en disruption dans cet univers du luxe? Alors, on vient un peu en disruption, oui, je ne sais pas si le terme est souvent un peu galvaudé de disruption. En tous les cas, on est venu avec une idée un peu simple qui était de dire, quand on crée une marque écologique, on est souvent obligé de faire des compromis sur l'esthétique, sur la qualité. Là, en l'occurrence, c'est de l'or et des diamants, il n'y avait aucun compromis à faire. Mais ensuite, l'idée, c'était de dire, on va peut-être le présenter d'une manière un peu différente, c'est-à-dire plutôt sous la forme de ce qu'on appelle une DNVB, Digital Native Vertical Brand. Donc en gros, on vend sur Internet, on s'adresse à nos clients grâce à Internet et par Internet. On a certes un showroom, mais ce n'est pas une boutique. On reçoit nos clients sur rendez-vous. Depuis mai 2018, on dit à nos clients, écoutez, vous êtes à Lyon, vous êtes à Bordeaux, vous êtes à Strasbourg. Le premier rendez-vous, on peut le faire en FaceTime, en Skype. Alors vous imaginez bien qu'avec le Covid, ça s'est quand même développé de manière assez forte. On peut faire de la création sur mesure en vidéo. C'est assez extraordinaire. Donc voilà. Et on a intégré beaucoup de technologies, peut-être parce que la technologie nous a permis d'être écologique, puisque ce diamant-là, c'est quand même le fruit de la technologie. Et donc nous, effectivement, on utilise la blockchain, on utilise la crypto. Les gens peuvent venir payer en crypto chez nous. On utilise la 3D. Il y a un configurateur 3D qui permet aux gens de faire leur bague sur le site, etc., etc. Et là, on travaille sur les NFT et toutes ces choses-là. Merci, on continuera à parler de toutes ces technologies. Bernard, sur ce marché du luxe, alors on parlait de croissance à 2 digits, à 2 chiffres. Quels sont les éléments différenciants vous voyez pour la voiture de luxe et puis pour vous en particulier aujourd'hui? Alors on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs Benoît l'a dit en introduction, il y a un contexte qui a fortement évolué, bien évidemment. Le digital a évolué les relations avec les consommateurs. L'environnement, les motorisations électriques, l'environnement d'ailleurs légal. On est dans un pays ici qui connaît bien ce qu'est la taxation. Donc effectivement, ce sont des éléments qui aujourd'hui influent sur l'achat d'une automobile. Et puis le comportement des consommateurs aussi. Le comportement des consommateurs de voitures de luxe aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans ou même 10 ans. C'est-à-dire qu'on achète une voiture, on achète une Maserati, non pas pour montrer ou prouver quelque chose, on achète une Maserati ou une voiture de luxe pour se faire plaisir, pour avoir quelque chose de très exclusif, de très personnel. Et donc l'expérience compte beaucoup plus que la possession. Alors, dans ce contexte, pour une marque comme Maserati, bien évidemment, il faut radicalement aussi adapter son offre, sa stratégie. Nous sommes une marque qui a été créée en 1914, donc 107 ans. Et un des points différenciants de la marque, c'est justement cette histoire commune, notamment pour tous ceux qui sont des passionnés de sport automobile. C'est une marque qui est liée à la compétition. Et je dirais aussi c'est une marque extrêmement liée à l'Italie. Quand on vend une Maserati ou quand on est attiré par une Maserati, on est attiré aussi par un petit peu d'Italie, on achète un petit peu d'Italie. Après, l'offre, elle doit aussi être, je dirais, renouvelée. Un des éléments clés que j'ai cités, c'est la personnalisation. Et aujourd'hui, nous avons la capacité à personnaliser des voitures beaucoup plus que nous l'avions il y a encore 10 ou 15 ans, à savoir qu'à travers un programme qui s'appelle Fuori Serie, donc hors série, vous avez la capacité de choisir la couleur que vous souhaitez, mais aussi la matière. On parlait de matière tout à l'heure, donc de cuir, même de type de cuir, qui peut être naturel ou non. Et puis aussi des choses qui sont complètement personnelles, de faire, je ne sais pas, graver ses initiales sur un repose-tête, etc. Et ceci, ça rencontre un succès incroyable. Aujourd'hui, pas la majorité, mais une proportion très croissante de nos clients sont à la recherche de ce genre de produits qui sont des produits, évidemment, sur lesquels nous faisons des marges intéressantes. Nous travaillons aussi avec... sur des séries spéciales. Nous avons là, puisqu'on a quand même de grands noms de
la haute couture, etc. Donc on travaille avec un designer japonais de street culture. Donc je ne sais pas s'il est connu de tout le monde. Il s'appelle Hiroshi Fujiwara. On a fait avec lui une voiture, une Ghibli, limitée à 175 exemplaires dans le monde. Et c'est une voiture donc avec un design sur lequel il nous a aidé pour le design, notamment sur les matières et les couleurs. Et ce sont ce genre d'initiatives qui sont là pour le coup relayées beaucoup par les réseaux sociaux et qui nous permettent aujourd'hui de continuer une histoire avec la marque. Et puis je finirai sur un petit point qui est l'exclusivité liée au volume. Parce que dans notre industrie, nos investissements sont énormes. Quand on fait fabriquer une voiture, l'engineering d'une voiture, c'est 4 ou 5 ans. Et après, le modèle va rester sur le marché 7, 8, 9 ans. Donc nous sommes sur des cycles très longs. Il faut adapter la technologie entre-temps. Et le risque serait de faire une course au volume pour rentabiliser plus facilement l'investissement. Et une marque automobile de luxe se doit, je pense, de rester dans des volumes qui soient dignes de l'exclusivité qu'elle prétend. Vous avez été surpris un peu de l'engouement, parce que je pense que si on bascule il y a 3-4 ans, alors bien sûr, il n'y avait pas les TikTok n'avaient pas pris toute l'importance qu'ils ont aujourd'hui, un peu moins les Instagram, les Snapchat. Vous avez été surpris par l'engouement, même y compris par rapport à une marque Maserati, autour de l'Internet, enfin, je vais dire l'Internet d'une façon générale, mais de tout ce que ça procure, parce qu'on voyait justement le luxe un peu éloigné de tout ça, y compris sur la partie e-commerce. Et aujourd'hui, vous dites, non, ça y est, pour vous, c'est un canal de communication, c'est un canal supplémentaire. Enfin, ça se noie, c'est pas le bon terme, parce que ça a un côté un peu négatif, mais voilà, ça irrigue complètement toute la stratégie aujourd'hui, Maserati. Complètement, et je vais vous dire que c'est le premier canal de communication pour nous. Donc très clairement, le digital permet une interaction avec le client, permet une personnalisation, permet un côté instantané et qui est complètement compatible avec le produit de luxe. Les voitures que nous vendons sont plutôt à 100 ou 150 000 euros. Mais bien évidemment, notre client, il est d'ailleurs tendance à être beaucoup plus connecté que même la moyenne, a une volonté d'être beaucoup plus informé et de recevoir une offre personnalisée. Donc nous faisons par exemple, nous avons un showroom à Modena, donc notre cœur historique, là où nous avons une petite unité de production. Nous pouvons organiser avec quiconque dans le monde un vidéo showroom personnalisé pour que donc de nos démonstrateurs puisse interagir avec le client autour de la voiture qui l'intéresse. Et donc c'est vraiment une interaction totale. Et le digital, aussi bien sur de la personnalisation, mais plus aussi sur de la communication, aujourd'hui est notre canal numéro 1 de communication. Manuel, justement aussi sur cette partie, alors vous l'avez dit, vous c'est beaucoup basé sur Internet, enfin l'expérience client, tout ça, c'est comme ça que vous définissez un peu votre stratégie. Et justement, vous avez un peu bousculé le marché de l'offre pour créer à travers tout ça un marché de la demande quelque part. Je ne sais pas si on l'a bousculé, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on s'est construit comme ça. Donc, et quelque part, on s'adressait à des générations qui utilisent Internet de manière plus que quotidienne, enfin tout le temps, clairement. Donc il fallait s'adapter, et il fallait s'adapter à leur rythme à eux, à leur manière de communiquer, à leur manière de s'exprimer. Donc c'était juste une évidence de passer par Internet. Maintenant, Internet, ça permet des choses incroyables. Mais si on pousse le raisonnement sur Internet, les ventes sur Internet, pour nous, c'est fantastique. Parce que finalement, vous ne produisez que ce que vous vendez. Donc on n'est pas dans une surproduction d'un côté, ce qui sera en plus un peu compliqué pour nous, puisque très paradoxalement, le diamant de laboratoire, c'est extrêmement plus rare que le diamant de mine. Donc on a des difficultés à avoir les diamants. Donc voilà, il y a plein de choses à faire autour d'Internet. Mais une fois de plus, nous, on s'est construit comme une marque écologique. L'écologique, elle résonne encore plus sur des générations entre 20 et 40 ans. Faut être honnête. Moi l'écologie, j'ai 55 ans, l'écologie, je l'ai vécue à travers mes enfants, qui en gros m'ont dit « toi tu savais, t'as rien fait ». Donc voilà, on prend ce constat-là. Mais globalement, ces générations entre 20 et 40 ans, Internet, c'est leur manière de vivre, tout simplement.
Benoît, cette corrélation entre digital, luxe, Internet, luxe, on voit que c'est complètement compatible avec ces deux exemples. Oui, c'est plus que c'est maintenant. D'abord, Internet, c'est dans l'industrie du luxe le principal canal de distribution. En tout cas, ça va l'être. Quand on voit comment aujourd'hui les consommateurs recherchent une personnalisation, parce qu'on veut maintenant, comme on le disait, que ce soit une Maserati, que ce soit une montre, que ce soit même un costume sur mesure, on veut avoir le brand, on veut avoir la marque, mais on veut quand même le truc où je suis unique. C'est ça le luxe, c'est aussi être unique. Il n'y a que moi qui ai ça. Alors, et ça, aujourd'hui, on est aujourd'hui avec les technologies et Internet capable d'avoir, comme on l'a dit, des configurateurs 3D. On est capable d'avoir de la réalité augmentée. On est capable d'avoir de la gestion à la commande. Donc, en fait, Internet, c'est plus que, et le digital, c'est plus qu'un simple canal. Et on va, encore une fois, être dans une stratégie d'omnicanalité assez traditionnelle, parce qu'on ne va pas opposer les modèles. Quand je vais aller dans une boutique Vuitton ou Gucci, je veux bien être reçu. Je veux qu'on sache qui je suis. Je n'ai pas envie de raconter ma vie. On doit déjà me connaître. Le vendeur qui va venir me voir, il va savoir que je suis consommateur de ci, que j'aime ça, etc. Donc je veux que cette expérience, elle soit omnicanale et que même si dans les faits, je vais aller de moins en moins souvent dans les boutiques, je veux quand même que quand je vais dans une boutique, je peux en prendre une petite coupe de champagne, boire un café, être très bien reçu, discuter de nouveaux produits, d'innovation, comme à la maison. C'est à la maison. Mmh. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce digital et cette technologie de plus en plus prégnante dans l'industrie du luxe, elle va toucher à la fois la distribution, la personnalisation. Elle va permettre aussi de remonter sur la chaîne de valeur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la fabrication, la supply chain, qui est de plus en plus stratégique. Le supply chain d'un groupe de luxe, c'est stratégique. On manipule des pierres chères, on manipule des matériaux chers, il y a des logiques de sécurisation, il y a des logiques de traçabilité, donc c'est compliqué. On va remonter jusqu'à la seconde main, parce que quelque part aussi, moi, ce qu'on attend avec le digital, c'est la capacité, in fine, à avoir une vision et une connaissance du client la plus fine, et que la relation que j'ai avec lui, elle est à vie. Le produit que je vends dans le luxe, c'est un produit à vie. Et ce qui amène, nous, on est en train de réfléchir pour une grande maison là sur des choses assez intéressantes, c'est par exemple, pourquoi on n'inclurait pas dans l'expérience client des produits assurantiels, ou voire même des produits de financement. Un jour, il y a un grand patron de maison qui m'a dit « Non, mais attends, monsieur Arnini, les clients de ma maison ont de l'argent. Pourquoi vous voulez les financer ?» Ce n'est pas la bonne réponse. L'expérience client, c'est quelque chose où on doit pouvoir se dire, même si je n'ai pas l'argent tout de suite, je peux l'avoir, cette chose-là. Et en plus de ça, si jamais je me la fais voler, si jamais je la casse, eh ben, on me la remplace. Et derrière, si jamais j'en ai plus besoin, on me la reprend. Et ben, en faisant tout ce cycle-là, l'industrie du luxe aura une connaissance exceptionnelle de la connaissance de son client et aura une relation où jamais la personne quittera la maison. C'est pour ça que je parle des GAFA. Manuel. Juste pour rebondir sur ce que dit Benoît, nous, quand on a lancé la blockchain, on a voulu effectivement avoir effectivement toute cette authenticité, etc. Et on a rajouté de l'assurance dedans. Et donc, effectivement, moi, quand quelqu'un achète un produit chez moi, il est assuré pendant 2 ans sur le vol, on lui remplace. Et en fait, la blockchain va également nous permettre effectivement de suivre le cycle de vie du produit. Mais nous, on a un truc formidable dans la joaillerie, c'est que tout se recycle, tout se transforme. Donc l'idée, la prochaine étape, et un peu dans ce que disait Benoît, c'est qu'en gros, nous, on s'est dit, au bout de 5 ans, on va recontacter notre client final. Lui dire, peut-être, pour une raison X ou Y, vous êtes lassé du produit que vous avez. Nous, on est une marque écologique, notre mission, c'est de faire que ça ne reste pas dans un tiroir. Revenez chez nous, on va recréer quelque chose ensemble, on sait d'où vient l'or, on sait d'où viennent les diamants, et refaisons quelque chose ensemble. Mais c'est quelque chose qui se faisait, mais déjà il y a des siècles, on a toujours fait ça. Mais finalement, on peut l'institutionnaliser quelque part et le mettre dans le process.
C'est ce qui change pour vous aussi, Bernard, tout autour de la data, que ce soit dans la partie logistique, dans la partie expérience client. Ça, c'est nouveau aussi. Bon, évidemment, on va dire les marques de luxe avaient ce lien fort, notamment dans la voiture, avec un client, mais de façon assez traditionnelle. Aujourd'hui, ça va être de pouvoir faire vivre la relation client à travers tout un tas de nouveaux services, de choses comme ça. Oui, absolument. Alors, dans l'automobile, le modèle de distribution est souvent avec les retailers sont des franchisés, donc sont des concessions indépendantes, des entreprises indépendantes. Et donc, la data est chez eux, ou en tout cas, pour partie, est chez eux. Aujourd'hui, en ayant une relation beaucoup plus directe avec le consommateur, via justement le digital, ou via d'autres initiatives, nous avons la possibilité de pouvoir beaucoup plus interagir et comme je l'ai dit tout à l'heure, personnaliser notre offre, comprendre les désirs, les évolutions, les cycles aussi d'achat, et aussi de donner une valeur beaucoup plus forte à la relation directe avec la marque. Juste un exemple, nous avons lancé un véhicule au mois de septembre, à la rentrée, la MC20, qui est une supercar. Donc là, nous parlons d'une voiture qui est entre 200 et 250 000 euros. C'est le premier client que nous avons livré. Nous l'avons livré à l'usine de Modène. Donc, et nous lui avons fait un tour de l'usine, fait parler avec le patron de l'usine, avec des ingénieurs. Ce sont des choses qu'aujourd'hui, nous pouvons faire pour d'autres clients. Et c'est exactement la différenciation que nous pouvons constater, l'émotion qui peut être générée entre la relation, je dirais, simple, contractuelle, et puis une relation beaucoup plus personnalisée. Ça peut être la même chose pour des circuits, des essais privés sur des circuits privés. Donc tout ça, je ne parle pas ici que de digitalisation. Mais c'est le fait de communiquer, de mieux connaître notre client qui nous permet de pouvoir le faire ensuite. Et on ne casse pas avec le digital la relation avec le client, on l'augmente. Mais par contre, on augmente aussi l'expérience en retail, parce que en ce qui concerne l'automobile, nous sommes très très loin de supprimer les concessions automobiles. Et même si nous pouvons vendre des voitures aujourd'hui sur Internet, quasiment en direct, la relation avec le concessionnaire, la mise en main du véhicule, et puis le parcours qui est entre le physique et le digital, il est on ne peut plus prépondérant. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux, mais très clairement avec un digital qui permet de donner une emphase. Sur la partie logistique, justement, comment ça a transformé aussi, j'imagine, parce qu'on voit souvent les grandes marques de luxe, notamment automobiles, des circuits un peu traditionnels. Enfin voilà, on voyait moins une logistique plus traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la data que vous mettez, ça permet d'optimiser votre logistique ? La logistique, alors nous transportons des objets quand même assez volumineux et pesants, mais et nous avons tout le cycle de vie, voilà, tout ce qui va concevoir à partir de la conception de la voiture jusqu'à. C'est ça. Donc la fabrication du produit en lui-même, et nous le souhaitons, est italien, est sur le sol italien et exporté partout dans le monde. Et nous n'avons pas de souhait de produire des Maserati dans d'autres pays que l'Italie, parce que, comme je l'ai dit, ça fait partie de notre ADN. Ensuite, par contre, nous devons accompagner effectivement cette vie autour de la voiture, parce que, pour le coup, ce sont aussi des produits qui durent, et sur lesquels, aujourd'hui, la partie recyclable est de plus en plus importante. Les voitures électriques qui vont arriver dans la gamme Maserati seront des voitures qui seront, dans une extrême majorité, toutes les pièces recyclables. Et ceci permet effectivement d'allonger la vie de la voiture. Mais il y a d'autres aussi initiatives que nous pouvons prendre en compte. On parlait tout à l'heure du marché de l'occasion, le reuse. Eh bien, nous avons lancé un programme qui s'appelle Certified Pre-Owned, donc qui permet à tous nos concessionnaires dans le monde de pouvoir offrir une Maserati, on va dire, reconditionnée au standard de la marque. Quelque part, le client a la garantie que la voiture soit pratiquement comme neuve. Et ça, c'est un programme qui est
relativement important aux États-Unis, démarrant en Europe et naissant en Chine. Donc il y a un long cycle d'implémentation. Mais il y a aussi la travail sur les pièces détachées. Les voitures, quelle que soit la marque, nous avons le devoir de garder des pièces détachées pendant 10 ans, mais nous avons des voitures aussi qui durent beaucoup plus que 10 ans. Et notamment sur des voitures de collection, ce sont des voitures qui peuvent être consommatrices de pièces et qui peuvent être arrêtées pour un simple manque de pièces. Là, la technologie, eh bien, elle est incroyable, mais c'est par exemple la 3D, de l'impression 3D sur des pièces automobiles. C'est quelque chose sur lequel maintenant nous réfléchissons très sérieusement et qui permettra à la fois des coûts énormes, de gains énormes de logistique, puisque vous avez besoin de votre pièce, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de la faire venir d'Italie, vous l'imprimez aux États-Unis. Donc effectivement, toutes ces démarches-là, ce sont des investissements, mais qui nous permettent de réduire l'empreinte carbone. Moi, je pense que la logistique ou la supply chain, c'est probablement un des sujets les plus chauds pour l'industrie du luxe et qui est un sujet très schizophrénique. En fait, on est dans un monde où là où on fabrique, c'est les pays traditionnels. C'est-à-dire que vous allez dans les maisons, vous allez aller en Italie, vous allez aller en France, là où on sait travailler le cuir, là où on sait travailler les bijoux, et on est extrêmement sensible sur la conservation de ce terroir, sur la conservation de ce savoir-faire assez exceptionnel, traditionnel. Et à côté de ça, les consommateurs, on l'a déjà dit, ils sont tous massivement partis à l'est, et très à l'est, quelques milliers de kilomètres. On a par ailleurs une problématique de logistique parce qu'on veut de plus en plus de personnalisation. Et quand on fait du luxe, on sait très bien qu'il y a des sujets en logistique assez sympathiques. C'est à la fois arriver à faire vivre et combiner des logistiques ou des supply chains sur ce qu'on appelle les collections permanentes, qui permet d'avoir quelque part une gestion de stock assez intelligente, versus les collections éphémères, parce que là, je fabrique et si je vends et si je ne vends pas, ça me reste sur les mains. Et puis après, il y a la pure personnalisation, c'est-à-dire que je fais quelque chose vraiment pour une personne, etc. En termes de logistique, de gestion de stock et de pilotage des transports, c'est extrêmement compliqué et très différent. Et à côté de ça, quand on est dans une direction générale d'un grand groupe du luxe, on demande à ce que la logistique soit, 1, la plus optimisée en termes de coûts, 2, qu'on puisse livrer les demandes des clients où ce qu'on appelle les lead times, les temps de livraison sont de plus en plus courts. La jeune chinoise qui a acheté son sac d'une belle marque française, elle souhaite avoir son sac dans 2 jours, parce que sur Instagram, elle est assez pressée. Et à côté de ça, on souhaite aussi être carbone neutral. Quand on fait marcher du 777, 5 fois par jour, entre Milan ou Charles de Gaulle et Shanghai, je ne sais pas si quelqu'un connaît à peu près l'empreinte d'un 777 chargé entre Milan et Shanghai. C'est très, 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 très peu écologique. Donc, le paradoxe de ça, c'est qu'à l'heure où on se parle, ça sera impossible et personne n'a la solution. On ne pourra pas avoir dans le luxe une supply chain qui soit carbone neutral, en même temps qui répond aux enjeux d'exigence de réduction de délai de livraison d'une certaine partie de la clientèle, qui paradoxalement est la même qui demande d'être carbone neutral. Je veux mon sac dans 2 jours, mais j'aimerais que tu sois carbone neutral. Ce qui est dans les faits impossible. Mais bon, ça, c'est une histoire de pédagogie et de conduite du changement. Et troisièmement, réduire les coûts. Donc ça, c'est aujourd'hui, parce que nous, on accompagne un certain nombre de grands dirigeants qui nous exposent, on leur dit gentiment, mais c'est une équation insolvable. Voilà. Mais comme on est poli, on dit, on va quand même essayer d'y répondre. Peut-être qu'il y a justement quelqu'un une réponse ou des questions. N'hésitez pas à vous manifester. C'est une question ou une réflexion à faire à l'un de nos intervenants.
Sinon, non, personne. Sinon, on poursuit encore. On est encore ensemble pendant une petite dizaine de minutes. Bernard, on parlait tiens, juste une petite parenthèse. Vous avez évoqué le moteur électrique. On en est où aujourd'hui, notamment chez vous, et comment vous voyez évoluer ce marché, y compris sur les voitures de luxe, parce qu'on sait que voilà, là, l'électrique et le luxe. Bon, et pourtant, on voit toutes les marques s'y mettre forcément, parce que ça va être le sens du mouvement. Et les clients sont aussi en train de changer. Mais juste là, votre impression sur ce... Alors pour nous, c'est une très bonne question, parce que si vous posez peut-être même dans la salle, quelle est une caractéristique de Maserati, ça va être le son du moteur. Oui. C'est dans tous les pays, sur tous les continents, c'est le son du moteur. Donc évidemment, un moteur électrique, nous allons devoir travailler pour le rendre différent. Avec Focal Naïm, il faudra peut-être mettre des enceintes. Avec plaisir. Non, mais c'est effectivement donc, une des problématiques, et c'est d'ailleurs marrant, mais nous sommes en train de travailler sur un son du moteur électrique Maserati. Voilà. Donc, puisqu'un moteur électrique, par définition, ça fait pas de bruit. L'idée est de trouver une empreinte, une personnalité du moteur électrique Maserati. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, le marché de l'électrification est bien évidemment en route. Dans la gamme, nous avons lancé des hybrides. Donc aujourd'hui, nous sommes sur des hybrides mild hybrid. Et puis, à partir de l'an prochain, toutes nos nouvelles voitures auront une variante électrique. Donc évidemment, luxe et électrique, c'est compatible. Et je dirais aussi performance, histoire et électrique, c'est aussi compatible. Mais il faut en écrire un petit peu, là, pour le coup. Et il faut avoir de l'imagination. Mais on va dire que dans 3 ou 4 ans, plus de 50% de nos ventes seront sûrement électriques, 2025. Et puis 2030, je pense que ça sera 100%. Merci pour ça. Alors, je reviens un peu sur, et pour parler un peu et pour conclure là-dessus sur le marché chinois, il revient un peu sur cette équation donnée par, alors pour l'instant insolvable, donnée par Benoît sur ces histoires d'être à la fois zéro carbone, de livrer vite, d'avoir la même qualité de produit, personnalisation client, etc. Comment, vous êtes beaucoup présent en Asie Alors nous, on se lance le 8 décembre. Ouais. Donc, je veux dire, c'est un sujet qu'effectivement on aborde de manière régulière tous les jours. Alors, la chance que l'on a, c'est qu'avec un seul 777, c'est bon pour nous, parce que les bijoux, c'est petit, donc ça va. Et ça sera très bien si on commence par un 777. Non, mais c'est vrai que c'est... déjà, on a une chance folle, c'est qu'on a une société de communication digitale chinoise dans notre capitale. Parce qu'aller là-bas, nous tout seuls, on est une petite marque, autant vous dire que c'était juste impossible. Mais, et pour revenir sur ce que disait Hélène tout à l'heure, le marché chinois, alors nous, ce qui nous intéresse, ça va être les générations, c'est la génération Z et la génération, les millennials, ça représente plus de 600 millions de personnes qui consomment. Et quand on parle d'écologie, il y a quand même une réponse, enfin, il y a quand même un écho. En gros, la marque chinoise qui nous accompagne disait, mais tu sais, chez nous, on en crève. C'est un vrai sujet, ne l'oubliez pas. Donc voilà. Et maintenant, on se retrouve confronté à la problématique dont Benoît parlait, qui est de dire, nous, on va vendre exclusivement sur Internet. Et Internet, il y a des exigences de livraison, de rapidité, etc., qui font que l'équation, effectivement, n'est pas facile. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions. Je pense qu'on peut garder toute la création en France, une grande partie de la fabrication, mais peut-être une partie du montage là-bas. Peut-être des petites choses qui vont permettre... Parce que nous, on a une équation, on est dans la joaillerie. La joaillerie, c'est à 70% des bagues. Et les bagues, vous connaissez, vous n'avez jamais le même métrique. Pas une femme n'a la même métrique que l'autre. C'est incroyable. Donc en termes de stock, c'est une catastrophe. Donc voilà, il y a peut-être des choses à penser, à repenser là-dessus. Mais effectivement, voilà, nous, c'est le 8 décembre, on fait un blast. Et voilà. Bon, on fera revenir l'année prochaine pour voir un peu où vous en êtes. Bernard, Maserati par rapport au marché chinois, et puis oui, tout est fabriqué en Italie, transporté jusque là-bas. J'imagine que c'est un beau marché aussi pour vous. C'est presque le premier marché en volume et c'est le premier marché en revenus. Donc les États-Unis et la Chine sont à peu près à des niveaux équivalents.
Dès l'an prochain, je pense que la Chine sera devant les États-Unis. Donc c'est un marché extrêmement important pour nous, avec des caractéristiques complètement différentes. La clientèle chinoise est beaucoup plus jeune. La moyenne d'âge de nos clients sont 35 ans, beaucoup plus féminine. Et puis alors hyper connecté. Donc c'est vraiment c'est vraiment un marché. Je pense que ça sera peut-être pour vous aussi peut-être un pilote, parce que je pense que ça dessine des grandes tendances du marché du luxe sur d'autres régions par la suite. Et quand on essaie de répondre à cette équation, alors évidemment il y a le volume de la voiture, mais cette équation d'être davantage zéro carbone, de répondre vite aux clients, enfin voilà, comment vous cherchez au moins à réduire, à vous rapprocher le plus proche du zéro carbone? Alors, l'offre, aujourd'hui, nous avons, je vous parlais des Maserati hybrides, ce sont des produits qu'on a lancés cette année, ça représente 90% des ventes en Chine. Donc il y a une vraie instantanéité, un temps de réponse qui est quasiment de zéro sur la nouveauté et sur les aspects aussi écologiques. Et lorsque nous allons lancer des voitures électriques, probablement que quasiment 100% de nos ventes seront sur de l'électrique, à part quelques mais après, pour les emmener jusque là-bas, enfin voilà, est-ce que vous regardez, vous attendez, vous n'allez pas attendre par rapport aux clients, mais est-ce que vous regardez les initiatives qui vont être prises par les grands transporteurs en termes de cargo, enfin voilà, ça va faire partie de votre équation? Bien sûr, bien sûr, mais je dirais que là pour le coup, ça le fait déjà depuis longtemps sur au moins deux notions, l'écologie, mais aussi l'économie, parce que les coûts logistiques pour transporter des voitures sont extrêmement importants. Donc l'avion n'est pas, par exemple, une très bonne solution pour nous, ça coûte un peu cher, mais nous envoyons nos voitures sur des navires, et ensuite, inland, on essaie de faire le transport ferroviaire au maximum, en attendant un transport automobile donc par camion qui soit plus écologique. Oui. Mais ça... Oui, pardon. Je vous non, mais donc l'intérêt pour l'instant, tant qu'il n'y a pas encore l'émission, le zéro émission, on va dire, terrestre par camion, c'est de pouvoir optimiser la chaîne logistique en se regroupant avec d'autres marques, par exemple, pour les transports. Oui, parce que vous parlez du ferroviaire, et souvent j'entendais la solution peut être le ferroviaire, enfin refaire la grande ligne de train entre l'Europe, mais le grand souci, je crois que c'est tout ce qui est réglementaire. Enfin, faut presque changer de train en chaque pays, on perd une journée. Enfin, ça devient un peu. Enfin, il n'y a pas encore. C'est une illusion, ça. Oui, voilà, il n'y a pas encore une uniformité. On ne cherche pas à Paris, gare d'Austerlitz, pour arriver à Shanghai. Il y a au moins 6 transbahutements entre les deux parce qu'il faut passer par l'opérateur local, etc. Est-ce qu'il y a une question? Je vais laisser à Benoît le soin. Oui, si on va vous apporter un micro. Bonjour, Marion Olive. Alors moi, je travaille chez DFS à la Samaritaine. J'avais une question. Comment est-ce que vous anticipez, alors si en 2025, un client sur 2 du luxe est chinois, comment est-ce que vous anticipez aussi la demande, ou en tout cas la renationalisation du consommateur chinois qui aura une appétence demain, et en tout cas la naissance de marques de luxe chinoises qui vont du coup prendre forcément des parts de marché par rapport aux marques de luxe plus anciennes, ou en tout cas plus assises, telles que les vôtres aujourd'hui? Peut-être. Oui, Bernard que Manuel. C'est une excellente question. Le marché chinois, le point aujourd'hui, c'est de se dire jusqu'où peut-il se développer, le marché du luxe. Et le potentiel, il est énorme. Et le potentiel est énorme. Nous pensons vraiment, et nous l'avons vu, même dans l'automobile, qui est quand même un marché relativement stable en termes de marques, et notamment de marques de luxe, mais il y a des nouveaux arrivants, notamment avec les voitures électriques, donc, qui sont souvent des Chinois, qui ont repris des marques d'ailleurs européennes, ou comme Lotus, ou comme Volvo, etc., mais soit par des créations de marques, Tesla pour évidemment prendre l'exemple le plus flagrant. Donc de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, mais le marché en lui-même est en croissance énorme. Et nous pensons réellement qu'il y a à la fois la place pour de nouveaux arrivants,
mais que notre point de différenciation que moi j'ai donné tout à l'heure, hein, qui est toute l'histoire de la marque, toute l'italianité de la marque, la culture de la performance, tout ça, c'est quelque chose que, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que les jeunes consommateurs chinois, qui ont donc, comme je l'ai dit, par exemple, chez nous 35 ans, n'étaient pas nés quand Maserati a gagné son dernier Grand Prix de Formule 1. Et pourtant, la magie, qu'il y aurait une transmission de la marque, voilà, ça restera. C'en est la preuve. Pour moi, c'en est la preuve. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir de nouvelles marques et ce sont qui vont créer une nouvelle demande et agrandir le business du luxe, hein, mais que des marques traditionnelles comme Maserati ou comme d'autres qui ont une histoire et une relation très particulière se transmettent génération en génération. Tout à l'heure, on en parlait. D'où l'usage de la personnalisation, enfin de faire tous ces efforts aussi pour créer ce lien avec le client. Benoît. Moi, par rapport à ça, nous, on avait accompagné une marque de luxe, là, une maison là, justement en Chine. C'est un peu aussi paradoxal, c'est-à-dire la jeune génération chinoise, elle va être très exigeante sur le green. Une des solutions, évidemment, pour régler le problème, c'est acheter local. Donc je pense, comme on vient de le dire, qu'il va effectivement avoir l'émergence de maisons de luxe chinoises, et c'est tant mieux, pour tout le monde. D'un autre côté, et paradoxalement, il y a une grande partie des gens qu'on avait sondés qui nous disaient, nous, à partir du moment où on ne verra plus marqué Made in France ou Made in Italy, on n'achètera plus le produit. C'est-à-dire qu'il y a quand même une corrélation directe, une quasi-bijection entre l'Italie, la France, le luxe. Voilà. Et c'est vrai dans la maroquinerie, c'est vrai dans l'habillement, c'est vrai dans le vin, c'est vrai dans dans les spiritueux. Et c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une sorte de marché, et comme on l'a vu dans d'autres segments de luxe, où il y aura à la fois les acteurs traditionnels du terroir, qui seront français et italiens, et il y aura les acteurs locaux domestiques qui seront chinois. Et c'est fait partie, je pense, dans la grande équation qu'on doit résoudre pour avoir à la fois du luxe chinois, green, mais qui correspond à des exigences de délai court. Eh ben, il faudra localiser un peu de choses en Chine. C'est les GAFA, hein. Ce sont nos GAFA. Oui, Manuel. En fait, on revient un petit peu. Si on pense à ça, prenons l'horlogerie. À un moment donné, le quartz est arrivé. Et on s'est dit, c'est fini, l'horlogerie de luxe, c'est fini. Elle s'est réinventée, elle se porte très très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, à la limite, ça nous obligera aussi à trouver des solutions, à être toujours en avance, à continuer à travailler sur l'image, sur l'imaginaire. Et ça, cet imaginaire-là, peut-être que ces marques, ces nouveaux venus, auront un peu plus de mal à l'avoir, de par leur provenance. Et je crois qu'il faut aussi avoir conscience que, c'est vrai, la Chine, c'est le pays le plus pollueur du monde. Bon, c'est un état de fait. Cela étant, c'est le pays qui fait le plus de choses actuellement pour régler le problème de la pollution mondiale. C'est lui qui met le plus de moyens, c'est lui qui est le plus vindicatif, et c'est lui qui lance des choses structurelles. Par rapport à la Chine, donc par rapport à ça, il ne faut pas croire que les Chinois ne sont pas, comme le disait Hélène, sensibles à l'importance, on en meurt en Chine de la pollution. Et ce n'est pas qu'il y a un problème de virus, c'est un problème de pollution. Et donc, les Chinois sont hyper convaincus de ça et ont lancé des choses. Quand, par exemple, le gouvernement chinois décide de reforester la Mongolie, c'est des milliards d'arbres qu'ils plantent. C'est à la chinoise, quoi. Ils font un plan, tu as année 1, 1 milliard, année 2, 1 milliard, année 3, 1 milliard, année 4, 1 milliard, année 5, 1 milliard. En Chine, tout se compte en 5. Mais à chaque fois, c'est 5 milliards. Et là, ça a un impact. Donc, et par ailleurs, le consommateur chinois, il est aussi dans cet état d'esprit-là. Malheureusement, notre ami de Porsche n'a pas pu venir, mais c'est le premier pays de Porsche, la Chine, qui consomme de la Porsche en Chine. Porsche, depuis 100 ans, c'est une marque d'homme, un peu testostéronée, de 50 ans. Voilà, parce que ça fait vroom vroom, et ça va vite. En Chine, le consommateur chinois de Porsche est une femme qui a 30 ans et qui achète une Porsche électrique. Pas parce que ça fait vroom vroom, parce que pour le coup, c'est comme Maserati, ça fait plus vroom vroom, mais c'est beau. C'est beau, c'est personnalisé, voilà, ça lui plaît. Donc, le comportement aujourd'hui ce qu'on appelle les Henrys
en Chine, ou enfin ceux qui ont un peu d'argent en Chine et qui tirent l'industrie du luxe, eh ben c'est ça, c'est j'achète beau mais green. Et maintenant, quand on tire la leçon de comment on achète du beau green en Chine, eh ben effectivement, ça va nécessiter de relocaliser une partie des activités sur le territoire chinois, ou alors faire, entre guillemets, la nécessaire conduite du changement, qui est effectivement, quand j'achète un produit de luxe, eh ben, je suis capable de l'attendre 10 jours. 10 jours, c'est le temps qu'il faut pour charger un produit à Varsovie et l'amener à Shanghai en train. Alors oui, effectivement, il y a 2-3 passages parce que les écartements des chemins de fer européens ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Russie. Mais modulo ça prend un transbahuté tout un train, ça prend à peu près 8-10 heures. Mais modulo ça à l'échelle de la planète, ce n'est pas très grave quand même, 8-10 heures. Donc on peut attendre 10 jours pour consommer un produit qui va nous donner de l'émotion, qui va nous donner du bonheur, on en parlait tout à l'heure, qui va nous donner des choses. Donc je pense qu'il y a aussi quelque part, et c'est vrai dans les grandes maisons, c'est vrai pour les grandes maisons, c'est vrai pour aussi les consommateurs et tout à chacun, il faut comprendre que acheter du luxe, c'est aussi se donner du temps. Et le temps, c'est un luxe dans le monde et dans la société dans laquelle on vit. Donc prenons du temps, prenons notre temps et ayons des émotions. Merci, on peut remercier nos intervenants. Merci à tous les trois. Merci d'être restés avec nous. Et vous aurez le livre blanc, donc tout ce dont a parlé Frédéric tout à l'heure. Vous avez un livre blanc qui vous sera remis avec les témoignages de plusieurs de nos intervenants, justement sur toute cette transformation durable et numérique. Excellente fin de semaine à tous. Merci.